Tentative d'arrestation au Bénin du député candidat Zanaï, opposant farouche au président Boni Yayi. Une situation qui a suscité de vives réactions tant au sein de la population que de la classe politique. Au Burundi, 3 manifestants protestant contre un 3e mandat de Pierre Nkurunziza ont été tués par balle. L'incident a eu lieu au cours de nouveaux affrontements ce lundi. Arrêté en avril 2013 par les forces spéciales françaises dans le nord du Mali, le djihadiste présumé Gilles Le Guen comparaît depuis ce lundi et pendant 2 jours devant le tribunal correctionnel de Paris. Ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de l'information sur SICA. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Au Bénin, un important contingent de militaires ont tenté d'arrêter ce lundi matin le député candidat Zanaï, opposant farouche au président Boni Yayi. Une situation qui a suscité de vives réactions tant de la part de la population que de la classe politique. Reportage. L'honorable candidat Zanaï dans le collimateur du pouvoir. Député de la 6e législature, il vient d'être réélu pour un nouveau mandat. Des hommes en uniforme ont fait éruption à son domicile pour le mettre aux arrêts. Le député serait poursuivi pour outrage au président de la République. Un acte contraire au droit que confère l'immunité parlementaire. Alertés, les populations de Cotonou et environ ont aussitôt pris d'assaut son domicile, scandant des slogans hostiles au pouvoir en place. Très vite, la situation a dégénéré en rixe entre la foule en furie et les membres de la compagnie républicaine de sécurité qui n'ont pas hésité à faire usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Dans notre pays, et les citoyens ont droit à une liberté que n'importe quel régime ne doit occulter dans notre pays. Nous invitons le chef de l'État à revoir cette copie. Nous invitons le chef de l'État à prendre les dispositions nécessaires pour garantir au peuple béninois la paix, la quiétude qu'il faut pour les étapes que nous devons suivre jusqu'en avril. En ce moment, ce qui se passe sur le terrain, je peux vous dire que notre démocratie est en danger. Et que moi, je dis au chef de l'État, le président Yayi Boni, que c'est les peuples, c'est les Béninois qui l'ont élu en 2006. Et que c'est les Béninois qui lui ont accordé son second mandat qui finira à peu près dans 11 mois. Et qu'il ne faudrait pas qu'il mette le pays à feu et à sang. L'opposition fait bloc derrière Azanaï. Le président maire de la ville de Cotonou s'est déplacé en personne à son domicile. Pour lui, il y a 3 portes de sortie pour le chef de l'État. Il y a celle qu'a empruntée Goodluck. Quand il a été battu, il a dit « je reconnais ma défaite selon le système nord-américain ». Il est sorti. Parce qu'en face, il y avait un général Bouhari. Il y a eu Blaise Compaoré qui a fait tirer sur la foule. Il y a eu plusieurs morts. Et il a dû prendre la fuite. Et puis, avant, avec toutes précautions qu'on doit prendre, Kadhafi, évidemment, a voulu résister et il est mort. Donc chacun peut sortir sa porte de sortie. Il faut qu'il laisse notre peuple en paix, parce que nous n'avons peur de personne. Dans les rangs de la population, un blessé. Les états-majors des partis politiques de l'opposition ont entrepris dans la foulée des concertations. Au Burundi, 3 manifestants qui protestaient contre un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza ont été tués par balle. L'incident a eu lieu au cours de nouveaux affrontements entre forces de l'ordre et population à Bujumbura. C'était ce lundi. Le bilan des victimes protestataires s'alourdit au Burundi. 3 manifestants protestant contre la candidature de Pierre Nkurunziza à un 3e mandat sont tombés sous les balles de la police lors de nouveaux affrontements. Ces nouveaux morts portent désormais à 12 le nombre de personnes tuées au cours des violences depuis le début des manifestations de protestation. Au rang des victimes, on enregistre 9 opposants tués dans la répression du mouvement, 2 policiers et 1 soldat. Une quarantaine de blessés ont également été enregistrés. Rappelons que les manifestations qui sont quasi quotidiennes au Burundi ont débuté le 26 avril dernier, après que le président Pierre Nkurunziza ait annoncé sa candidature pour un 3e mandat à la tête du pays.
Si les opposants jugent ce troisième mandat anticonstitutionnel, le camp Nkurunziza, lui, juge la démarche parfaitement légale et a demandé à la Cour constitutionnelle de trancher. Cette dernière, jugée inféodée au pouvoir par les manifestants, doit se prononcer dans les jours à venir. En bref, à présent, au Togo, le président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, a été réélu pour un troisième mandat. Il a officiellement prêté serment ce lundi. Héritier d'une famille au pouvoir depuis 48 ans, Faure Gnassingbé a remporté l'élection par 58,77% des suffrages exprimés contre 35,19% pour son principal adversaire, Jean-Pierre Fabre. L'abstention s'élève à 39% selon les chiffres officiels contre 35,32% à la précédente présidentielle de 2010. Notons que l'élection de Faure Gnassingbé a été validée par la Cour constitutionnelle qui a proclamé hier dimanche les résultats définitifs du scrutin présidentiel du 25 avril dernier. Arrêté en avril 2013 par les forces spéciales françaises dans la région de Tombouctou au Mali, le djihadiste présumé Gilles Le Guen comparaît depuis ce lundi et pendant 2 jours devant le tribunal correctionnel de Paris. Il est accusé pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, un délit passible de 10 ans d'emprisonnement. Reportage. Gilles Le Guen, âgé de 60 ans, avait été mis en examen pour avoir participé à des actes terroristes à l'étranger. Il avait été repéré en septembre 2012 dans les rangs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique sur un cliché récupéré par les services secrets français. À l'époque, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian avait affirmé que Gilles Le Guen, qui se faisait appeler Abdel Djelil, avait combattu manifestement déjà dans d'autres groupes djihadistes. On a affaire à une personne qui s'est convertie à l'islam en 82, qui a eu un chemin de vie très indépendant et qui s'est retrouvée au Mali avant que AQMI n'y prenne le contrôle. Voilà. Ensuite, se sont créés des liens. Ça sera l'objet de l'audience de demain. Titulaire d'un brevet de la marine marchande obtenu à la fin des années 80, ce Breton converti à l'islam de longue date a beaucoup voyagé avant de s'installer au Maroc, en Mauritanie puis au Mali, depuis 5 ans avec sa deuxième épouse, une Marocaine. Un membre de la sécurité malienne avait alors expliqué qu'il vivait avec sa famille dans le nord du Mali avant l'arrivée des islamistes et qu'il avait épousé leurs idées, mais que l'engagement réel de cet aventurier breton était loin d'être avéré. Dans une vidéo mise en ligne début octobre 2012 sur le site d'information mauritanien Sahara Média, il avait mis en garde le président français, américain et l'ONU contre une intervention militaire au Mali en préparation contre les groupes islamistes armés qui contrôlaient alors le nord du pays. Rappelons qu'en novembre 2012, Gilles Le Guen avait été fait prisonnier durant quelques jours par les responsables d'AQMI à Tombouctou, certains le soupçonnant d'être un espion. Selon d'autres sources, il aurait été arrêté parce qu'il se serait interposé pour empêcher des djihadistes de malmener des femmes. La transhumance politique sur le continent africain est une réalité présente dans plusieurs pays. Le Sénégal ne fait pas exception à cette règle. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, la question de la transhumance dans l'arène politique nationale est aujourd'hui au cœur des débats. À la base, la défection de certains responsables des partis d'opposition au profit du parti au pouvoir. C'est un reportage signé Cheikh Bert, notre correspondant sur place à Dakar. Les tournées économiques du président de la République sénégalaise Macky Sall à l'intérieur du pays font relancer les débats de la transhumance politique au Sénégal. Des escapades présidentielles à fort accent politique selon l'opposition, qui voit en ces déplacements une stratégie de massification des rangs de son parti. En effet, plusieurs responsables des partis de l'opposition ont rejoint ces derniers mois les rangs du régime en place, ouvrant ainsi ces débats sur la migration politique dans les pays. Un phénomène pourtant considéré hostile à la bonne marche de la démocratie, selon les observateurs de la scène politique sénégalaise. Certains transhument uniquement pour échapper à la justice. C'est parce qu'ils considèrent le parti au pouvoir comme un abri, ou en tout cas comme un fusible, en tout cas comme une sorte de parapluie. S'il n'y avait pas cette conception d'aile protectrice du parti au pouvoir, mais les gens n'iraient pas vers ces partis-là. Il faut que le président de la République en premier et son parti qui est au pouvoir sachent et démontrent qu'il ne constitue pas un refuge pour des repris de justice ou bien pour des gens qui ont détourné ou bien qui ont des comptes à rendre.
Déjà très présent dans les landerneaux politiques sénégalais depuis l'indépendance, la transhumance était pourtant décriée par les chefs de l'État Macky Sall, à l'époque candidat à l'élection présidentielle en 2012. Contre toute attente, la position du président sénégalais a bien changé. Macky Sall se pose désormais en défenseur du phénomène, allant jusqu'à faire son apologie ces dernières semaines. Dès l'avis des analystes politiques, cette forme d'allégeance qui rythme la vie politique du Sénégal a encore de beaux jours devant elle. On ne peut pas empêcher ou interdire à un citoyen de quand même changer de parti politique. Sinon, on serait dans le domaine de la dictature. C'est pourquoi, à mon avis, il sera très difficile pour les législateurs, pour les décideurs politiques, de légiférer pour interdire la transhumance politique. C'est le domaine par excellence de l'expression de la liberté. On peut militer pour un parti politique et du jour au lendemain ne plus partager les points de vue ou bien être minorisé ou bien être poussé à la sortie et vouloir quand même quitter ce parti politique. Pour ceux qui connaissent l'histoire politique du pays de Léopold Sédar Senghor, la transhumance a toujours été une réalité selon les observateurs politiques. Cependant, la société civile sénégalaise exhorte les politiques à prévaloir les valeurs de dignité afin de consolider les acquis démocratiques du pays. 10 migrants ont été retrouvés morts dimanche en Méditerranée. Pendant ce temps, les gardes-côtes libyens ont intercepté 5 bateaux à bord desquels se trouvaient environ 500 migrants qui tentaient de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Voici les détails. 5 bateaux ont été interceptés avec à leur bord environ 500 migrants qui tentaient de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Les secourus comptent plus d'une soixantaine de femmes et une quinzaine de mineurs. La plupart sont d'origine africaine. Je viens du Nigeria et je vais en Europe pour ma famille. Vous comprenez? Ma famille et moi, on souffre trop. Nous sommes très pauvres. Nous n'avons rien à manger, rien du tout. Donc ce n'est pas un crime pour moi de risquer ma vie pour ma famille, pour une bonne vie. Je veux aller travailler pour faire survivre ma famille. C'est la deuxième fois que je viens ici pour traverser. Ils m'ont arrêté. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Ma mère m'a demandé de quitter le Sénégal pour chercher quelque chose qui pourrait nous aider. C'est pour ça que je suis venu en Libye. Si je trouve une route, une occasion, je quitterai la Libye pour n'importe où en Europe. Plus de 5800 personnes secourues le week-end écoulé en Méditerranée. Des opérations de secours sont en cours au large de la Libye où au moins 10 migrants ont péri, au dire des gardes-côtes italiens. Alors que 2 hommes se sont noyés en voulant monter plus vite à bord d'un navire de secours, 8 cadavres ont été retrouvés sur 2 bateaux différents. Pour la seule journée de samedi, les gardes-côtes italiens avaient enregistré le secours de 3690 migrants à bord de 17 embarcations en détresse. Dimanche, 2152 migrants secourus ont été enregistrés. Les embarcations ont été interceptées près des côtes libyennes et ordre leur a été donné de se rendre à Misrata, à l'est de la capitale Tripoli. Des centaines de migrants embarquent chaque jour depuis les côtes libyennes sur des radeaux de fortune espérant rejoindre l'Europe. Mais la traversée de la Méditerranée est extrêmement périlleuse. Courant le seul mois d'avril, plus de 1200 migrants sont morts, dont 750 dans l'une des pires tragédies maritimes depuis des décennies. Voilà, mesdames, messieurs, ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis.